Salut, tu te rappelles de notre tableau secondaire qu'on avait posé sur notre GTL? Donc ça, c'était le sujet des 2 dernières vidéos. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la coupure générale qu'il faut installer sur un tableau secondaire. Donc là, c'est un sectionneur 2 x 40 ampères. C'est un peu ce qui va remplacer le disjoncteur abonné dans un tableau secondaire. Alors remplacer, c'est uniquement pour avoir une coupure générale au niveau de notre tableau. C'est-à-dire un organe, t'appuies, il n'y a plus de courant. Pour éviter, par exemple, de baisser chaque différentiel sur les rangées pour couper tout le courant du bâtiment en question dans lequel on a mis un tableau secondaire. Et dans cette vidéo également, on va parler de l'installation des interrupteurs différentiels, comment les choisir, comment les calibrer. On va parler un petit peu du type A, du type AC rapidement. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est quel ampérage on va pouvoir mettre au niveau de nos différentiels, quel type de différentiel différent il existe en termes de connectivité, que ce soit les différentiels clipsables rapides ou les différentiels serrables. Je vous montrerai quelques marques différentes aussi au passage. Et à la fin de cette vidéo, tout ce qui est amont de tes alimentations au niveau de ton tableau, normalement, ce sera plus un secret. Et générique! Disjoncté. Et salut les disjonctés, c'était nous sur la chaîne. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et moi, je vous remercie énormément pour tout ça. En plus, ce dimanche, à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est dimanche 4 février, c'est mon anniversaire. Et ouais, 33 ans. Bon alors, on va faire un rapide résumé. Donc ça, c'est donc un tableau secondaire qui aurait pu être mis dans un garage, dans quelque chose, peu importe, qu'on a repris dans notre tableau principal. Je te mettrai en fiche la vidéo si tu veux aller voir justement les histoires de quel câble on doit passer pour alimenter un tableau secondaire. Mais ici, on était alimenté avec un câble en 6 mm², protégé par le disjoncteur 32 ampères qui est ici. Donc lui, quand on le coupe, il n'y a plus du tout de jus au niveau de notre tableau secondaire. Donc là, pour l'instant, il est baissé. On avait protégé le câble. La terre, c'est exactement la même qu'il y a dans la barre au niveau de ce tableau. Donc on aura parfaitement la même terre, la même valeur dans ce tableau-là aussi. Donc vu qu'il nous faut un organe qui puisse couper l'ensemble du courant, donc admettons que ce soit un second bâtiment, là on est, voilà, le tableau principal qu'on a vu là tout à l'heure, c'est la maison principale, admettons, et ce tableau, c'est le garage qui est 30 mètres plus loin. Il va nous falloir d'une seule manip, pouvoir tout couper. Mais on a déjà un disjoncteur abonné là-bas, tout ça. Mais le but, c'est de ne pas sortir du garage pour couper l'entièreté, tout en ayant une seule manip à faire. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris un sectionneur, donc 2 x 40 ampères. Un sectionneur comme ça, on peut appeler ça aussi un interrupteur, peu importe, interrupteur modulaire éventuellement. C'est ni plus ni moins la même chose que ça. Ça, l'interrupteur classique pour la lumière, simple allumage, c'est tout à fait la même chose, sauf qu'en plus on va couper le neutre. Parce que si tu regardes le petit schéma qui est juste au-dessus, en fait il n'y a pas le magnétothermique, il n'y a pas non plus la partie différentielle sur ce truc-là, il n'y a rien du tout. C'est uniquement 2 contacts qui se collent ou qui s'ouvrent. Donc vraiment la même chose que ça. En beaucoup plus gros bien sûr parce que ça laisse passer 40 ampères. Et alors pourquoi 40 ampères? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on était protégé en 32. Donc c'est le disjoncteur qui doit encaisser l'intensité et pas ça. Ça, le 40 ampères, ça veut dire que ça peut laisser passer. C'est un peu le même principe que pour les Wago. Quand tu vois ces Wago là par exemple, dessus, alors c'est écrit en tout petit, vraiment minuscule sur le Wago, ils peuvent laisser passer jusqu'à 24 ampères. Parce qu'ils estiment qu'en fait on va utiliser ce genre de Wago pour des circuits lumière 10 ampères, des circuits de prise 16, 20 ampères ou même circuit machine à laver si on a besoin de prolonger une ligne ou quoi que ce soit pour du 20 ampères. Au-delà de 20 ampères, en général en 25, on passe en 4 carrés, ce genre de truc, ça supporte plus, on peut plus rentrer les 4 carrés, les 6 carrés dedans. Mon sectionneur, lui, c'est le même principe. Il peut encaisser jusqu'à 40, mais le disjoncteur de protection générale qui alimente notre tableau, lui, est en 32 ampères. Donc ce truc-là, il peut aller jusqu'à 40, mais il les encaissera jamais. Si vous dépassez 40, si vous avez un disjoncteur là-bas, par exemple, de 60 ampères, que lui est en 40, vu que son rôle n'est pas de disjoncter s'il y a trop d'intensité qui passe, enfin lui son rôle c'est juste de laisser passer du courant, et bah il va le laisser passer, donc s'il prend 60 il va laisser passer, les contacts à l'intérieur sont faits pour 40, au bout d'un moment, burn out. Donc on installe la petite coupure générale et après on parle des différentiels. Donc là jusque là, pas très compliqué, c'est un interrupteur on-off, comme si on collait notre simple allumage sur le câble pour dire hop stop ce tableau, on l'arrête. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette petite barrette magique juste avant de faire ça, on en reparle juste après. Et lui, je vais le placer sur la droite de mes 3 rangées. Ça vous pouvez le placer où vous voulez, en général on met plutôt la coupure générale à gauche, mais vous verrez pourquoi ça restera à droite, ce sera plus pratique. Quand tu commences à mettre tes tout premiers modules sur un tableau, Schneider en tout cas, il y a vraiment des tout petits traits ici à chaque fois. En fait, ça te permet de savoir exactement la place d'un disjoncteur, d'un module en fait. Donc quand tu pars de rien du tout, que tu commences et que tu n'as absolument rien pour te guider, bah, tu viens te mettre à ras de ton petit trait. Comme ça te donne pile poil l'espace. Voilà, bim. Là, je sais que je prends 2 modules pile poil et je commence parfaitement bien. Parce que vous voyez, ici, il doit toujours y avoir un petit peu à dépasser pour que le capot vienne fermer là.
Allez, on réouvre notre boîte dont on s'était servi pour protéger le câble, même si le disjoncteur est baissé, il n'y a pas de souci. Allez hop, je retire tout ça, je branche et je vous explique tout. Donc là, terre principale de brancher. Maintenant, tout le bornier entier est prêt à accueillir n'importe quelle terre et tout sera à la terre dès lors que je vais raccorder une terre dans les petits trous pour le 1,5 ou le 2,5 ou les gros trous pour 4 carrés, 6 carrés et plus jusqu'à 25 carrés, je crois. Ouais, c'est marqué à l'envers, c'est marqué 6 à 25 carrés, sauf que le 4 carrés, vous êtes plus ou moins obligé de les rentrer là-dedans aussi si jamais vous en avez. Alors c'est bizarre et c'est écrit à l'envers, pourtant il est bien dans le bon sens avec les... Mais bon, c'est parce qu'on peut le prendre aussi dans ce genre de tableau, on peut prendre ce bornier là et venir inverser avec les borniers d'alimentation rouge et bleu. Ouais, par exemple, si je mets mon tournevis là, il y a un petit taquet blanc et hop, je peux venir désosser cette partie là, la partie noire avec la partie bornier qui est fixée dessus. Même le bornier en lui-même, si on veut, on peut complètement le retirer entièrement ici. Enfin bon, je vais arrêter de le faire parce que ça va m'embêter après, mais c'est un peu comme les disjoncteurs. Ça, vous pouvez les lever, enlever votre bornier. Vous pouvez même prendre le petit accessoire ici. Normalement, ça doit pouvoir s'enlever. Voilà, ça c'est la broche qui permet de relier les deux borniers. Donc vous voyez, à chaque petit trou que vous avez à l'intérieur des borniers, vous pourriez éventuellement rajouter d'autres borniers en fait. Voilà, c'est vraiment une jonction de terre qui permet de relier les borniers. On a un truc assez costaud, alors c'est pas du cuivre, mais ça suffit largement à bien faire la connexion entre les borniers. Mais ça c'est d'usine, il n'y a pas besoin de l'acheter. Dans mon tableau 3 rangé, c'était déjà comme ça. Oh vache, ouais, je les enlève pas souvent ces trucs là et c'est vachement dur à remettre. Maintenant que notre terre elle est raccordée, on va raccorder donc l'alimentation, donc neutre phase, donc l'alimentation principale du tableau. On va pas aller se prendre dans les borniers. Les borniers, on va les utiliser plutôt pour ce qui va être en aval de la coupure générale. Là on va venir directement prendre la lime, la mettre sur le sectionneur. Et voilà, là on a déjà l'alimentation principale qui est raccordée en amont. Maintenant, l'aval, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le distribuer sur les borniers en fait. Comme ça, le bornier bleu aura tous les neutres de l'aval du sectionneur. Et le bornier rouge aura toutes les phases de l'aval du sectionneur. Comme ça, on évitera les repiquages par en dessous. Même si on peut faire des repiquages en dessous de ce genre de bornacage. Et donc là, vu que j'ai un sectionneur en 40 ampères, je vais aller repiquer sur mes borniers. Je peux tout câbler en 6 carrés dans ce tableau. C'est-à-dire toutes mes alimes, je peux tout mettre en 6 carrés. Si on était parti d'un disjoncteur 60 ampères au niveau de notre tableau principal, ou que ça c'était un tableau secondaire et qu'à la place en coupure générale on avait un disjoncteur abonné en 60 ampères, on devrait tout câbler en 16 et en 10 mm carrés. Mais encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo de comment créer un tableau secondaire où là j'explique vraiment tout à ce sujet. Alim principale venant de l'autre tableau 32 6 mm carrés, je peux repartir en dessous 6 mm carrés à mes borniers, de mes borniers je peux tout distribuer en 6. Donc là on verra pas de 10 mm carrés souple avec des cosses etc. Je vais réutiliser les chutes de mes 6 mm carrés, ça ira très bien. Et allez, donc on alimente le premier bornier et le second bornier. Et voilà, donc là on a la coupure générale, donc l'arrivée qui arrive de l'autre tableau qui alimente tout ça, ça repart au bornier, bornier de neutre, bornier de phase, et de là on va pouvoir alimenter les différentiels. Et maintenant, on met quoi? C'est qu'il existe un bon paquet de différentiels. Donc en différentiel, vous aurez du 25 ampères, du 40 ampères, du 63 ampères et encore plein d'autres choses. Mais pour le résidentiel, on va surtout avoir besoin de 40 ampères ou de 63 ampères. De temps en temps des 25, ce sera un peu plus rare, mais dans la majorité des cas, ce sera les deux que je vous ai cités. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle les différentiels en type AC, donc ça c'est vraiment le plus classique que vous pouvez trouver, hein. C'est le différentiel qu'on a toujours besoin pour à peu près tous les circuits. Vous allez avoir des différentiels en type A
comme ici. Alors le symbole là est pas tout à fait exact, c'est un peu bizarre. Des fois, il n'y aura pas marqué type A directement sur le différentiel. Mais si on prend celui-ci qui est donc en type AC, vous avez un petit symbole avec une vague qui veut dire courant alternatif. Et quand vous aurez le type A, vous aurez ce même symbole courant alternatif et souvent un petit symbole courant continu sur le même petit carré. Ce qui veut dire donc que le type A gère les fuites de courant à type alternatif et à type continu. Et donc les électroménagers concernés, c'est machines à laver, plaques de cuisson, qui parfois renvoient du courant continu. En fuite, bon après c'est trop théorique ce côté-là, mais en gros, vous êtes obligé de balancer un type A pour votre machine à laver, donc lave-linge ou la plaque de cuisson. Point final. Et même si tu cuisines au gaz, le consuel, il s'en fout. Parce que le consuel partira toujours du principe, dans la norme, que un jour tu vas peut-être vendre ta maison, ce sera plus une plaque au gaz, ou etc. etc. Donc ça sert à rien d'essayer de négocier avec eux. C'est comme ça, et puis c'est tout. Donc dans un premier temps, le premier différentiel qu'on va brancher, ça va être notre différentiel, donc Schneider type AC, on va prendre un 63 parce que moi j'ai que ça avec moi là, j'ai pas de 40, mais on aurait très bien pu mettre un 40 parce qu'encore une fois, la protection qu'il y a au-dessus, elle est à 32 ampères. Donc le différentiel, il est un peu comme notre sectionneur qui est là, à la différentiel, que lui en fait, il va donc laisser passer du courant comme un interrupteur et en plus de ça, il va repérer donc les problèmes de différence de potentiel. C'est-à-dire qu'en gros, si toi tu t'accroches à une phase et que t'as pas pris le neutre dans l'autre main et que t'es en train de te prendre une cacahuète, ça retourne pas par le neutre, c'est en train de passer par toi à redescendre dans la terre. Le différentiel, malin comme il est, il va se dire attends, j'envoie 10, je reçois que 9 par le neutre, il y a quelqu'un qui est en train de cramer au bout. Donc il va sauter. C'est un des exemples du différentiel. Mais lui, il est vraiment là pour la sécurité. Et pour expliquer aussi les histoires de terre qu'on met dans toutes les prises, en fait, finalement, tous les appareils qui ont besoin d'une terre, si jamais il y a un défaut à l'intérieur, qu'il y a une phase qui vient toucher la carcasse qui elle-même est reliée à la terre, tout de suite, ça va envoyer du courant dans la terre. Vu que la terre, elle n'est pas branchée sur le différentiel, encore une fois, le différentiel, il se dit, j'envoie 10 par la phase, le neutre me renvoie que 9, il y a du courant qui se barre quelque part, une fuite de courant, je saute à une sensibilité de 30 mA. Voilà un peu pour schématiser le rôle de l'interrupteur différentiel. Mais sinon, il n'est pas du tout prévu pour s'arrêter en cas de surconsommation ou de trop d'intensité. Donc c'est pour ça que notre disjoncteur 32 là-bas, il va envoyer au maximum 32 ampères. Dans le différentiel, il y aura 40 ampères de tolérable. Donc maximum, il recevra 32 grâce à notre alimentation et il va pas fondre. Donc c'est pareil, si tu mets un différentiel en 40 ampères et que au-dessus, en alimentation, tu as un disjoncteur abonné 60 ampères, tu risques de faire fondre ton différentiel parce que lui, il s'arrêtera pas s'il reçoit 60 ampères. Il va laisser passer jusqu'à trop d'échauffement. Et ça, c'est la règle de l'amont. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu peux balancer tes 8 disjoncteurs derrière ton différentiel. Ça posera aucun souci. Tu peux consommer le plus que tu veux s'il n'y a pas de problème. Si tu as un différentiel en 63, il pourra tolérer 63, mais ton disjoncteur abonné à 60, lui, il fait tout sauter. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, tu as donc la règle de l'aval. Ça, c'est si justement tu vas mettre un différentiel en 40 ampères alors que au-dessus, en alimentation, tu as ton disjoncteur 60 ampères, tu peux quand même mettre un 40 ampères différentiel, mais par contre, il va falloir respecter la règle donc de l'aval, c'est-à-dire que tous les disjoncteurs que tu vas faire prendre à ton différentiel, il ne va pas falloir qu'ils dépassent la somme de 40 ampères. Pour ça, il y a des facteurs, c'est du genre, par exemple, un circuit de prise en 16 ampères, un circuit lumière en 10, un circuit plaque de cuisson 32, ou enfin encore pas mal de choses comme ça vont être divisées par 2, c'est-à-dire que voilà, pour simplifier le calcul, si tu as 6 disjoncteurs lumière à 10 ampères, ça te fait donc 60 ampères, donc ça dépasse les 40, mais tout ça, vu que c'est des circuits lumière, tu les divises par 2, donc au lieu de 60, tu auras 30, donc tu pourras mettre ton différentiel en 40 ampères, même si au-dessus, il est alimenté par un 60 ampères en disjoncteur abonné. J'espère que c'était clair. Et les circuits qui comptent pour 1, c'est du genre le chauffage, donc chauffage, si tu as 16 ampères, tu comptes 16 ampères fois 1, et tout ce qui est véhicule électrique, en gros. Mais ça, je te remettrai les fiches en même temps que je parle pour que tu y vois plus clair. Blablabla. Donc alors, notre 63, lui, donc clipsé Schneider, tu vois, il a 2 petites broches là derrière. Simplement, tu vois, ça va venir en fait se prendre dans toutes les petits slots qu'on voit ici là. Ça va venir s'embrocher parfaitement dedans. Et donc tu vois, les espèces de petits réceptacles là en plastique vont venir prendre les deux petits ergots pour faire une tenue mécanique entre guillemets. Donc ça vient se prendre là-dedans parfaitement. Et après, en fait, les deux petites parties, je crois que c'est du laiton, viennent rentrer à l'intérieur des petits slots dans lesquels il y a aussi du métal pour faire la continuité. Donc, je le baisse et ça vient se prendre dedans.
Et paf! C'est pour ça que je l'ai mis avant la petite barrette, parce qu'une fois que j'aurais eu le sectionneur de brancher, juste ici, ça aurait pas été impossible, mais ça aurait été plus chiant. Allez maintenant, donc toujours en 6 mm², parce que mon alimentation principale de ce tableau, bah, elle arrive en 6, donc pas besoin de mettre du 10, même si lui est en 63 ampères. Ça, c'est pas un souci, parce qu'il l'encaisse jusqu'à 63 ampères. Donc pour bien comprendre l'histoire de la barrette de répartition en clipsable, là tu vois le différentiel est levé. Donc si je prends mon petit multimètre, que je le mets sur continuité, je peux prendre la phase et l'embrochable de droite, je me mets dessus, ça bip. Si jamais je coupe, ça bip plus. Donc on voit bien que c'est l'aval du différentiel qui alimente tout ça. Parce qu'une fois coupé, voilà, hein, l'amont, tout ce qui alimente le dessus du différentiel, bah ça bip plus. Donc tu vois, ce genre de différentiel, c'est extrêmement simple à raccorder. Donc jusque là, récap, tu as ton alimentation qui part avec notre câble qu'on avait passé, derrière le placo, etc. Ça arrive au-dessus de mon sectionneur, du sectionneur, là qui est toujours coupé, ça part sur les borniers, phase neutre. Des borniers, ça va au-dessus du différentiel, ça l'alimente. Et en dessous, bien pris à l'intérieur du mécanisme, ça vient alimenter toute la barrette. Et à ce moment-là, bah, tout ce qu'on va clipser en disjoncteur clipsable, alors là pour le coup, t'es foutu, t'es obligé d'acheter du Schneider. Avant, il y avait les anciens systèmes Merlin-Guerin qui marchaient exactement de la même façon, mais je crois que c'est Schneider qui a dû racheter le système. Enfin, je crois pas qu'on puisse les retrouver encore, ces disjoncteurs-là. Mais voilà, t'es verrouillé, t'es quasi obligé pour profiter de ce différentiel-là de prendre chez Schneider. La seule façon, si tu veux rajouter donc sur ce genre de barrette un disjoncteur qui est pas clipsable, hein, que ce soit de chez Schneider ou n'importe qui d'autre, c'est d'avoir les barrettes avec ces accessoires-là qui sont intégrés dessus. Hein. C'est pas un accessoire qu'on rajoute. Encore une fois, si tu viens prendre ton différentiel, mettre ton testeur en mode continuité, que tu viens donc te mettre, là je me mets dans la phase et dans la phase de la barrette, là pour le moment, zéro continuité. Donc ça veut bien dire que c'est l'aval, donc ce qui part en dessous, qui arrive ici. Je lève mon différentiel, et voilà. Et là, donc j'ai bien une continuité. Donc ça veut dire que quand il est baissé, là, j'ai plus du tout de continuité. Donc ce petit accessoire-là ne sert pas à alimenter le différentiel, la barrette ou quoi que ce soit, il sert juste à faire un déport pour récupérer en fait l'aval de notre différentiel. Donc ça vous permet de mettre des disjoncteurs classiques, même d'une autre marque, etc. Mais il faut absolument cette barrette-là. Sinon c'est foutu. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour tester vraiment le tout premier truc quand on vient de brancher un différentiel, un truc très important, c'est vraiment hyper important, même si votre différentiel est neuf. On vient lever le 32 ampères qui alimente. Le courant là arrive au-dessus des bornes. Maintenant, on va pouvoir lever le sectionneur. Je lève le sectionneur, le courant passe jusque dans les borniers, et là je peux lever mon diff. Je lève mon diff. Premier test à faire tout de suite, c'est comme son nom l'indique, test. Vous avez un bouton test sur tous les différentiels. Parfois il y aura juste un T comme ça, parfois il sera blanc selon les marques, là il va être carré au-dessus du diff, voilà, peu importe, vous en avez toujours un. Et même sur votre disjoncteur abonné qui lui fait aussi office de différentiel mais à 500 mA, et il y en a un aussi. Dès que tu as branché, que tu as du courant qui arrive, qu'il n'y a même pas de disjoncteur, quoi que ce soit, tu appuies dessus. Voilà, comme ça te sert à deux choses. Ça te sert à vérifier que ce que tu as fait, ça marche bien déjà. Comme ça, tu as du courant qui arrive, tu sais que ça fonctionne. Parce que ça, si tu n'as pas de courant, si c'est pas alimenté, tu peux appuyer, il ne se passera rien du tout. Et ça te sert aussi à savoir si ton différentiel remplit bien sa fonction de différentiel, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que si il envoie 10 et qu'il reprend que 9, que quelqu'un est en train de griller au bout d'un fil, ça veut dire qu'il fonctionne bien. Normalement, ce truc-là, vous devez le faire une fois par mois, sur tous les différentiels. Donc si t'aimes régler l'heure de ton four tous les mois, ce job est fait pour toi. Bon, perso, moi, même chez moi, je le fais pas du tout, personne ne le fait ce truc-là, mais normalement, ça devrait être fait, et même sur votre disjoncteur abonné, parce que des fois ça arrive, hein, on appuie, on a des vieux différentiels, il laisse passer le courant, il n'y a pas de souci. Vous appuyez sur test, nada. Ce qui veut dire que votre différentiel va vous prendre pour Claude François.
Oh, l'humour noir! Et maintenant, pour avoir un peu plus de détails, du coup, donc sur les histoires de différentiels, etc., on a vu que le disjoncteur abonné, il pouvait aller jusqu'à 500 mA de sensibilité. Les différentiels que vous installez comme ça en tête de ligne sur les rangées, eux, ça va être du 30 milli la plupart du temps, voire 99% du temps. C'est la norme qui l'oblige. Ça existe également en de 300 mA. Enfin, ça, c'est vraiment des sensibilités que moi, j'utilise jamais, donc il en existe d'autres. Il existe par contre des différentiels en 10 mA. Ça, j'en ai acheté un et je vous réserve 2-3 surprises au niveau vidéo avec ça, parce que vous allez voir que je vais m'en servir comme d'un outil. Après, en dehors des sensibilités, vous pouvez avoir aussi des disjoncteurs différentiels. Donc celui-là, c'est un disjoncteur différentiel. En fait, pour les reconnaître, c'est assez simple. Quand vous voyez marqué une sensibilité en 30 mA, dès que vous avez milliampères dessus, ça veut dire que c'est un différentiel. Pour reconnaître un différentiel d'un simple coup d'œil, c'est milliampères et bouton test. Si vous avez ces deux trucs-là, même de loin, ça se voit. Et en l'espace d'une seconde, vous pouvez savoir tout de suite si c'est différentiel ou disjoncteur simple. Alors après, pour savoir si c'est un disjoncteur différentiel, vous aurez l'histoire des milliampères, le bouton test, et vous aurez marqué C, C10, C16, C20. Ça, c'est le calibre du disjoncteur. Donc, quand vous avez C10, C16, C20 et qu'il y a marqué milliampères, etc., disjoncteur différentiel. Parce que tu vois, sur les différentiels, tu as directement l'ampérage qui est marqué dessus, mais tu n'as pas marqué C16, C10, C20, c'est juste un ampérage brut, 63 ampères. Et tu vois, même pour ce que je disais tout à l'heure sur le test, il y a juste marqué ici sur le grand, tester souvent. Comme ça, on est vachement aidé. Pareil, toujours dans la marque Schneider, tu as aussi ces barrettes-là qui existent donc en plus petite. Donc ça, c'est du 8 modules. 8 modules, attention, c'est un différentiel plus 6 disjoncteurs, donc tu n'iras pas très loin. Mais effectivement, quand on utilise la règle de Laval, qu'on met un 40 ampères et qu'on compte le nombre de circuits, donc 16 ampères divisé par 2, circuit de prise, etc., ça peut être pratique pour éviter les débordements. Parce que si vous mettez ça, vous êtes sûr que derrière, il n'y a plus de place. Donc comme ça, il n'y aura pas de conneries de fait à rajouter trop de trucs derrière un 40 ampères qui respecte la règle de Laval. Après, ça existe également en 18 modules. Ça, c'est pour les goulottes 18 modules et les tableaux 18 modules. Alors ça, pour le coup, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. C'est un peu bizarre parce qu'au niveau de la norme, normalement, un différentiel ne doit pas avoir plus de 8 disjoncteurs à gérer. C'est-à-dire que au niveau de la norme, ce que ça veut dire, c'est que chaque circuit peut avoir des petites fuites de courant de pas grand chose, 3 mA par-ci, 3 mA par-là, etc. Et ça qui sont largement tolérables. Mais si vous rajoutez trop de disjoncteurs, trop de circuits sur un seul différentiel, ça va lui faire trop de micro-fuites de courant et au bout d'un moment, il va cumuler tous les milliampères de défaut qu'il lui faut pour sauter et il va sauter pour rien. C'est une sorte de burn-out quoi en fait. C'est voilà, quelqu'un qui est très bon dans une tâche, dans une entreprise, vous lui filez des tâches, vous voyez qu'il gère, vous lui ordonnez, vous lui ordonnez. Au bout d'un moment, le gars, il pète les plombs quoi. Il sait le faire, il sait gérer, mais c'est que juste vous lui en demandez trop quoi, tout simplement. C'est pas dangereux en soi, c'est juste du surmenage on va dire pour le différentiel. Donc les histoires de pas plus de 8 disjoncteurs pour un diff, c'est du surmenage. C'est pour ça que parfois moi ça m'est arrivé d'avoir des visites de consuel, je le savais même pas à ce moment-là, et j'avais peut-être 9 disjoncteurs et jamais on m'a embêté pour ça. Alors jouez peut-être pas, si vous avez un consuel, respectez quand même les 8. De toute façon, un différentiel ça fait 2 modules plus 8 disjoncteurs, ça vous prend la place de 10 sur un tableau, il vous faut de l'espace de libre au bout de la rangée, donc ça sert pas à grand chose de serrer plus. Mais pour le coup, je comprends pas en fait finalement pourquoi sur les 18 modules, on a des barrettes en 18. Parce que si un différentiel peut pas gérer plus de 8, à quoi ça sert en fait de... Là, j'arrive pas trop à comprendre. Surtout que tout ce qui est contacteur chauffe-eau, télérupteur, tous les trucs modulaires comme ça vient pas se clipser là-dedans. Ça reste des bornes à cage à serrer. Donc, on peut très bien mettre un diff, 8 disjoncteurs, 3-4 télérupteurs et voilà, on remplit notre rangée. À ce moment-là, en fait, j'étais un peu con de les acheter, celles-là. C'est pas très utile. Donc, dites-moi en commentaire si vous comprenez la raison de pourquoi il y a des barrettes 18 modules. Mais ça, c'est peut-être un problème entre la norme électrique et ce que font les fabricants, je sais pas trop. Après, ça c'est la théorie. En pratique, vous pouvez mettre 10, 12 disjoncteurs, ça va pas poser de problème derrière le diff tant que vous respectez la règle de l'amont au niveau alimentation de votre différentiel, ça posera pas de grands problèmes. Parfois, tu te pointes dans des vieilles installations, il y a un tableau qui est rempli 39 disjoncteurs au taquet et puis t'as un petit différentiel qui a été rajouté sur le côté sur un petit tableau qui gère les 39 disjoncteurs du tableau archi plein. Ça pose pas de problème, il saute pas. Donc vous voyez, c'est voilà, théorie, pratique, voilà. De toute façon, quand vous avez un consuel, respectez la norme au pied de la lettre. Et moi, ce que je vous dis là, c'est ce que je vous dirais au niveau des dérogations de la norme. Je vous dirai jamais un truc dangereux. Je vous dirai jamais de brancher un 1.5 sous un 32 ampères. Ça, vous m'entendrez jamais dire ce genre de choses. Mais par contre, voilà, rajouter deux disjoncteurs de plus à gérer pour le différentiel, franchement, c'est pas
C'est pas quelque chose qui, ça mettra jamais le feu chez vous, c'est juste que ça peut potentiellement, un jour peut-être, sauter plus que de raison pour un surmenage, on va dire. Toujours dans nos différentiels pour les alimentations, on a ce genre de barrette que vous avez déjà dû me voir utiliser. Donc ça sert à repliquer l'amont du différentiel vers un autre différentiel pour éviter de repartir des borniers à chaque fois. Quand tu as exactement les mêmes types de différentiels de rangée en rangée, tu mets ça, voilà, ça te laisse passer 63 ampères là-dedans. Bim bim entre tous les différentiels, comme ça c'est extrêmement rapide, extrêmement propre. Tu vois, ça te fait un montage comme ça nickel, t'as juste à faire arriver tes fils. Bon là j'ai pris un serrable, un clipsable, vous amusez pas spécialement à faire ça, mais voilà, après il y a juste à alimenter un des deux diffs, soit lui, peu importe, le courant repart, et comme ça vous vous embêtez vraiment pas. Et ce genre d'accessoires, tu as aussi les mêmes chez Legrand, chez Aguerre, sauf qu'ils ont pas la même tête, ils s'adaptent pas sur les autres marques, ou très peu, très mal. Ça faut faire attention aux accessoires, pas essayer de trop bricoler un truc à l'arrache parce que voilà, mauvais serrage, départ de feu sur les alimentations, tout ça faut faire attention. Donc ça faut malheureusement pas radiner, on est un peu obligé de prendre les bons accessoires qui vont sur les bons trucs, à moins que coup de bol ça s'adapte très bien. Donc ça c'est à vous de voir au moment où vous essayez d'utiliser un autre accessoire si ça marche bien, mais il faut vraiment être sûr de son coup. Pareil pour tout ce qui est différentiel à serrer, chez Schneider tu as des peignes exprès pour, hein, donc ça c'est pareil, vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, ça va dessus et ça alimente tous les disjoncteurs aussi en amont, et on vient les alimenter ceux-là par le dessous. C'est pour ça qu'il y a le petit clapet jaune juste ici, mais on peut très bien les alimenter par le dessus, virer le capot jaune et repartir d'en dessous avec du souple si besoin. Ces différentiels-là marchent dans les deux sens. Alors je sais pas trop pour les autres marques, mais en tout cas ceux-là, il n'y a aucun problème. J'avais demandé à Consuel et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça, par contre, virez le petit truc jaune là qui indique que c'est alimenté par là. Juste ça, il n'y a même pas besoin de le remettre au-dessus, il faut juste le virer et c'est tout. Et ça, c'est donc du différentiel ABB, donc pareil, qui peut s'alimenter par en dessous. Lui, de toute façon, vous n'avez pas le choix parce qu'au-dessus, vous pouvez rien mettre dedans. Il n'y a pas de vis, donc ça c'est pareil. Des fois, quand vous tombez là-dessus, vous n'avez pas le bon diff en dépannage, des trucs comme ça, des fois, ça vous met la misère. Donc c'est pour ça que moi, des fois, je garde des trucs qui fonctionnent bien. En dépannage, des fois, ça peut aider plutôt que de repartir, perdre une heure, etc. Donc j'ai d'autres types que Schneider. Et ça, c'est pareil. C'est du système clipsable, donc vous voyez, il y a juste à mettre des barrettes classiques, même Legrand, ça fonctionne, hein, et on vient les clipser dedans directement. Et après, pareil, hein, les disjoncteurs clipsables de chez ABB ou de chez Legrand, eux, ils ont le même principe, hein, vous venez rentrer à forcer ces barrettes là et ça tient très bien. Et un petit bonus pour la fin, donc on va se mettre un disjoncteur donc XE clipsable, donc tu vois on retrouve les mêmes broches à l'arrière du disjoncteur qu'on va pouvoir venir se mettre sur la barrette clipsable. On va mettre ça, pareil, ça se met aussi facilement que les différentiels, ça c'est vraiment trop cool. Et on va observer notre différentiel en action. Donc tu vois, je viens de monter une petite ampoule sur une douille. On va la brancher en dessous du disjoncteur. Donc là, j'ai pris un C16 pour du fil 1.5 lumière. Je vous laisse me dire en commentaire si on a le droit de faire ça. 16 ampères, 1.5 lumière. On va voir si vous suivez. Donc là, mon ampoule, elle est branchée sous le disjoncteur. Je vais pouvoir lever mon différentiel, lever mon ampoule. Là, l'ampoule est claire, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais utiliser ma coupure générale. Donc vous voyez que d'un seul mouvement, je peux tout couper dans le tableau. À part uniquement les bornes qui sont en amont de ce sectionneur. Mais ici, je peux appuyer sur test, il se passe rien. Ça va faire un petit récap. Ici, je suis en toute sécurité. J'ai appuyé, il se passe rien. La logique voudrait qu'on fasse un VAT. C'est toujours, normalement, c'est oh grand Dieu VAT. On doit toujours, mais enfin, il y a un moment donné, ça s'est coupé, ça a coupé le courant. Pourtant, tout est levé, j'appuie sur test, il se passe rien. Il y a aussi un moment donné où quand c'est vous qui faites tout à 100%, que vous maîtrisez parfaitement le truc, je vais pas faire une VAT. Voilà, je vais pas aller m'amuser à mettre la langue dessus non plus, mais par logique, on fait pas de VAT quand c'est comme ça. Et pourtant, il faudrait la faire. Parce que si on n'a pas de bol, le sectionneur tout neuf, il a sectionné que le neutre. Donc effectivement, ça a coupé le courant, ça empêche d'appuyer sur le bouton test. Il reste la phase. Vous voyez pourquoi il faut faire la VAT, c'est que normalement, voilà. Mais à un moment, ça va. Mais si vous maîtrisez pas le truc, de toute façon, le fil que je vais brancher sans toucher les conducteurs actifs pour augmenter les probabilités de survie jusqu'à 80 ans. Mais voilà, le courant, n'oubliez pas qu'il faut pas déconner avec. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça, c'est à peu près ce que je fais normalement. Mais si t'as pas l'habitude, tu me fais une VAT ou tu coupes le général. Mais le général là-bas. Maintenant, simplement, pour enlever un fil de ce genre de disjoncteur, faut pas juste tirer comme un bourrin, il faut appuyer sur la petite touche qui est ici, vous appuyez bien fort dessus, hop, et vous pouvez sortir le fil. Mais ces trucs-là, faut pas hésiter à bien appuyer, et c'est mieux avec un tournevis un peu plus gros que celui que je viens de prendre, parce que, bon, voilà,
Ça peut avoir tendance à abîmer le plastique ici si vous êtes sur un truc trop fin. Maintenant, notre petite douille ampoule, tout ça, elle est toujours raccordée à la phase, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, pas de courant qui circule. Et moi, ce que je vais venir faire, même à la limite, on va même pas desserrer ça, on va aller mettre ça dans le bornier. Le bornier n'est pas alimenté, hein. C'est peine dangereux ça. Donc on va aller mettre ça dans le bornier, hein. Donc je rappelle que là, à ce stade-là, le bornier n'est pas alimenté puisque ça vient de l'aval de notre sectionneur. Lui, il est coupé. Donc je branche ça. Donc là, en termes de fonctionnement, notre ampoule, on est bon. L'ampoule, il lui faut juste une phase, un neutre pour s'allumer. On a bien la phase du disjoncteur qui est ici, et on a le neutre qui arrive du bornier, qui est finalement le même neutre, hein, qui passe au niveau du différentiel. Et vous allez voir. Je viens remonter mon sectionneur, mon différentiel est monté, et là je lève. Instantanément, le différentiel, il a claqué, direct. Il a même pas cherché à comprendre. Vous voyez, il a laissé s'allumer 2 secondes et il a coupé. Donc ça, c'est vraiment la définition même d'une fuite de courant. Ce qui vient de se passer, c'est que le différentiel, il laisse passer phase neutre dans mon disjoncteur 16 ampères. La phase, elle arrive sur l'ampoule. Il a envoyé une certaine dose dans la phase. Donc courant alternatif, ça envoie par la phase, ça revient par le neutre à une fréquence pas possible. Et donc lui, tout ce qu'il a détecté, c'est qu'il a envoyé, on va reprendre notre super nombre 10. Il a envoyé 10 dans la phase, mais par le neutre de ce disjoncteur qui est pris sur le différentiel, il n'y a rien du tout qui est revenu, puisque c'est le neutre qui est au-dessus du différentiel. Donc le TOR, l'espèce de mécanisme qui est à l'intérieur, lui, il a juste compris qu'il a envoyé une certaine dose et il n'y a absolument rien qui est revenu au niveau du neutre. Et donc instantanément, il a dit, moi, je veux pas savoir, c'est mal branché, il y a un truc qui va pas, je saute. Sécurité. Et ce genre de truc, ça ressemble aussi pas mal à des mélanges de neutres. Donc vous voyez, une fuite de courant, c'est exactement ce truc-là. Ça veut dire que dans la rangée du différentiel, il y a un bug entre phase et neutre, ou simplement, voilà, entre phase TR, peu importe. Ça veut dire qu'il y a une dose de courant qui a été envoyée et qu'elle n'est pas revenue pareil au niveau du neutre. Allez, on démonte ce monstre. Bon, je pense qu'on a assez parlé de différentiel et de la coupure générale pour le tableau secondaire. Donc n'oubliez pas, ce qui est important dans cette vidéo, c'est de ne pas confondre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel. Dans la plupart des maisons, c'est des interrupteurs différentiels. Parce que le problème du disjoncteur différentiel, si vous voulez remplir votre tableau de disjoncteur différentiel, ça coûte très cher et il vous en faudra un par circuit. Mais alors à ce moment-là, niveau sélectivité, vous êtes au top, hein. Vous pouvez remplir tous vos circuits. Un circuit de prise avec 12 prises, voilà, un disjoncteur différentiel, un circuit de lumière avec vos 8 points lumineux, un disjoncteur différentiel, vous allez être au top du top de la sécurité et de la sélectivité, mais ça ne sert à rien et ça va vous coûter une blinde. Un disjoncteur différentiel en 16 ampères, c'est dans les 150 balles à peu près, enfin entre 100 et 200 quoi, selon les marques, mais c'est vraiment très très cher. Alors qu'un interrupteur différentiel, je vous mettrai les liens en description, vous verrez, c'est pas excessivement cher, enfin ça reste cher, mais pour 3 dans un tableau, ça va encore. Et après, vous enquillez des disjoncteurs qui coûtent entre 8 et 15 balles à peu près, voilà, vous les enquillez les uns après les autres pour vos circuits. C'est beaucoup mieux de faire comme ça, c'est comme ça qu'on fait toujours dans 99% du temps, dans les maisons, dans l'habitat, et ça se passe très très bien, et c'est aux normes. Et aussi, n'hésitez pas à repasser le passage si jamais vous avez eu un peu de mal à comprendre, parce que ça fait beaucoup de fois le mot ampère, amont, aval, etc., mais surtout ce qui est alimentation, pourquoi on met un 63, un 40, etc., en fonction de l'alimentation principale qui alimente au-dessus, donc l'amont du différentiel. J'arrive pas à être moins barbare que ça, mais à un moment, voilà, il faut appeler les ampères, etc. Pour schématiser, les ampères, c'est le débit. Si vous comparez ça à l'eau, les ampères, c'est le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans un tuyau. Dans votre fil électrique, quand vous passez 10 ampères, admettons, ça fait 1000 gouttes d'eau. Le nombre de gouttes d'eau, de molécules d'eau qui va passer. Sauf que là, on parle en ampères, en électrons. C'est un peu différent. Mais pour visualiser avec l'eau, c'est plus facile. Et les volts, la tension, ce serait la pression qui permet de pousser tout ça. Donc si vous avez juste des ampères, mais zéro de tension, vous avez juste un gros paquet d'eau qui est dans votre tuyau et qui ne bouge pas. Donc vous rajoutez de la pression, des volts, et vous poussez tout ça. Et l'ensemble des deux, volts et intensité, donc P égale U fois I. Les watts, c'est le travail fourni par l'ensemble de tout ça. Vous avez votre nombre de gouttes d'eau dans votre tuyau, votre pression qui pousse. Et si au bout, vous mettez un moulin, bah en fait, le moulin va tourner plus ou moins vite en fonction de la pression, du nombre de gouttes d'eau et la vitesse de rotation du moulin, on va dire, ça va être les watts, la puissance générée par l'ensemble de ces deux facteurs, pression et quantité d'eau. Donc,
volts et ampères, débit. Voilà, c'est de la grosse schématisation, mais ça fonctionne comme ça. La prochaine fois, on va attaquer, justement, on va recommencer quelques petits tutos très basiques, les prises, les machins avec un peu plus de punch que les tout premiers de la chaîne, hein, et puis voilà, on va parler des normes aussi, on va se remettre bien ça dans le crâne. J'ai toujours la vidéo de la grosse maison, hein, ça va arriver, hein, la goulotte, j'ai mes doubles goulottes, tout ça, je vous ai pas oublié, ça va arriver, c'est pas encore monté, parce que le chantier est long, ça a pris un peu de retard, tout ça. Mais vous allez le voir, ce beau tableau triphasé, et encore plein de trucs. Ce sera pas uniquement sur maquette, hein, maintenant le futur de la chaîne, mais voilà, ça permettra d'avoir maximum d'infos, les normes, les machins, les trucs, sans distraction autour pour moi. Et comme ça, on attaquera les sujets vraiment les uns après les autres, et il y aura toujours de l'immersion en chantier. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!